Mais bonjour à tous. Je vais juste démentir quelque chose. Je ne vais pas faire une conférence. Je vais faire un témoignage. Mais avant, j'aimerais remercier très chaleureusement Alban Cerisier, Virginie Clessens, qui m'ont invité à venir ouvrir ces assises du livre numérique accessible, en pensant bien sûr aussi à François, que j'ai plutôt bien connu, et je suis en fait assez ému de parler devant vous, en pensant à François, mais aussi parce que je suis tenu, on va dire, de parler un peu de mon histoire personnelle en lien au sujet de ces assises. Donc merci infiniment aussi au Syndicat national du livre, et vraiment coup de chapeau pour vous de prendre en charge ce dossier qui est effectivement très important pour l'avenir de ceux empêchés de lire et pas que. Alors, mon histoire avec François, je savais très bien que c'était un très grand éditeur. À la découverte, on avait discuté plusieurs fois, mais j'ignorais qu'il était aussi branché, si j'ose dire, sur la question du livre numérique. Et j'ai eu l'occasion de me rendre compte, lors de la dernière rencontre, nous avions éventuellement le projet que je m'engage dans un livre, bien qu'il ne fût plus directeur de la découverte, sur la question que j'ai beaucoup travaillé, sur les génocides et les violences de masse. Donc, il était venu à Sciences Po pour que nous en parlions. Voilà, et à la fin, j'ai proposé d'aller prendre un verre dans un café du quartier, et un petit peu comme ça, sans me prévenir, il dit « Mais Jacques, comment tu fais pour lire ? Mais comment tu as fait pour devenir chercheur, prof, etc. » Alors j'étais très ému de ce questionnement. Je pense qu'il avait déjà des éléments de réponse, mais il voulait m'entendre en parler. Et donc c'est quelques éléments de cette histoire que je lui ai raconté, que je vais faire aussi avec vous. Ce sera une manière d'être avec François. Mon histoire, c'est simplement celle d'un ado qui, à 16 ans, apprend par hasard qu'il va perdre la vue. Quand ? Personne ne pouvait le dire. À 25, à 35, à 50, il n'y avait pas de pronostic évident. Et donc, il a fallu que je me construise, on va dire, avec cette prophétie de malheur, comme si mon destin était déjà écrit depuis ma naissance comme une tragédie grecque. Voilà, alors, inutile de dire que ça a été compliqué. Je ne vais pas rentrer dans toute cette histoire. J'ai écrit 2 livres pour expliquer comment j'ai tenté de faire face. Mais disons que pendant des années, j'ai erré comme un bouchon sur la mer, et qu'avec le temps, en me cherchant, je suis devenu chercheur. C'est ça, ma voie. Et sur le tard, ça m'a décidé à faire parce que passionné d'histoire, ça m'a décidé à faire une thèse. Comme par hasard, elle allait porter sur la résistance. Et voilà, je me suis engagé, alors que j'y voyais encore, mais un peu moins bien, et de moins en moins bien. Et on m'avait parlé d'un traitement médical expérimental qui aurait pu peut-être améliorer ou stabiliser ce que j'avais comme vue, ce que j'ai fait, et en réalité, il a contribué à la détériorer un peu plus. Inutile de vous dire, la question que je me posais, c'est comment allais-je terminer ma thèse ? Allais-je pouvoir poursuivre ma thèse ?
Et j'ai donc, dans cette période-là de préparation, de recherche, d'archives, pris contact avec une association qui s'appelait le GIAA. Alors, quand j'ai dit ça à François, il dit quoi, le GIAA? Pour lui, travaillant sur l'Algérie, c'était groupement islamique armé. J'ai dit non, non, c'est pas tout à fait ça. C'est GIAA, c'est Groupement d'intellectuels aveugles et amblyopes. Waouh! C'est un terme un peu lourd qui n'existe plus aujourd'hui. L'association a changé de nom. Et le mot, cette sigle me terrifiait parce que il y avait un mot qui était aveugle. Et pourtant, j'ai décidé d'aller voir cette association et j'étais reçu par le président, René Guarnet, qui m'a gentiment accueilli et je me souviens assez bien de ses premiers propos. Vous savez, moi j'ai fait des mathématiques parce qu'on va à l'essentiel et chez les littéraires, vous avez beaucoup trop à lire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les mathématiques. Mais, ajoutait-il, nous sommes fiers de pouvoir vous enregistrer vos cours, vos livres, etc. Et aussi de vous offrir le service bénévole de lecteur. Et ajoute-t-il encore, mais vous savez, il y a une évolution technologique importante dans le milieu des miros, disait-il. Je vois à travers le magnétophone. Vous savez, on est aujourd'hui rendu aux audiocassettes. On était au début des années 1980. Et il se montrait confiant dans l'évolution de la technologie. Et il me parlait, voilà, sur la fin peut-être il y a des espoirs du côté de l'informatique. Je pense à cette conversation de Guarnet aujourd'hui parce que je veux dire, je ne suis pas sorti de cet entretien en étant rassuré, mais quand même relativement confiant dans la possibilité de l'évolution technique. Et du coup, j'ai continué à travailler sur ma thèse et j'ai aussi commencé en fait à faire appel à des lecteurs, puisque je voyais de moins en moins les petites lettres. Je voyais normalement, je pouvais lire des livres encore, bien qu'un peu de fatigue, mais les petites lettres des fichiers de la bibliothèque de Sciences Po que je fréquentais déjà, c'était compliqué. Voilà, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai réussi à finir ma thèse. Et j'avais parlé à mon directeur de thèse, d'ailleurs, de cette rencontre avec Guarnet. Et un jour de 1986, je lui ai apporté mes 2 volumes de 650 pages sur la résistance civile de masse dans l'Europe nazie. Et je me souviendrai toujours de sa remarque, merci, bravo, etc. Mais M. Semmelin, il faudrait peut-être penser à faire un autre métier que chercheur ou professeur. Ouh, ça plombait aussi, ça. C'est-à-dire que ça a été une manière disons, de me mettre dans une situation bien sûr, presque de dépression. Je dis, mais pourquoi, à quoi bon? Or, heureusement qu'il s'est passé un autre événement quasiment au même moment, enfin, disons, dans les semaines où je remettais cette thèse, c'est que je recevais une invitation à poser ma candidature pour un post-doc, comme on dit dans notre milieu, post-doctoral fellow, à l'université Harvard, au Center for International Affairs. Alors, ce chercheur d'Harvard, je le connaissais, j'avais lu ses travaux. Il m'avait entendu dans une conférence, mais je n'imaginais pas qu'il allait me proposer, parce que je n'ai fait aucune démarche pour demander à faire ce post-doc. Et voilà, c'était de nature à me redonner du punch. Et du coup, encouragé par mon entourage, j'ai fait ma candidature. J'ai fait ma candidature, j'ai attendu un mois ou 2 mois, je ne sais plus, et finalement j'ai été pris.
oh, on croyait à moi. Et tout de suite, l'inquiétude me reprit, mais puisque j'y voyais déjà moins bien, j'avais même fait une démarche pour être reconnu comme personne en situation de handicap, donc j'étais légalement reconnu comme aveugle. Je ne pouvais pas lui masquer cette réalité. Je savais que dans ce colloque, on avait discuté un peu, mais il ne pouvait pas avoir... C'était pas possible qu'il ait remarqué ma condition. Donc, je suis rentré dans une situation d'incertitude, d'anxiété. Est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je ne dois pas lui dire ? Si je ne lui dis pas, je vais arriver à Cambridge et il va me dire « mais attendez, vous auriez pu me prévenir quand même ». Bon, voilà. Si je lui dis, il pouvait me dire bah oui, d'accord, mais on n'est pas équipé pour ça. Désolé, on ne peut pas vous proposer de faire ce postdoc. Voilà, alors j'ai mûri un peu ma réponse et finalement, je me suis dit que le mieux, c'était quand même de lui en parler. Et ce que j'ai fait, en lui disant que voilà, mais je peux travailler, etc., etc., j'ai fait valoir les arguments pour me prendre. Il m'a dit, bah, écoutez, laissez-moi y réfléchir avec mon équipe et on va prendre une décision rapide, dans une semaine à peu près. Et ce jour-là, quand le téléphone a sonné, j'étais sûr que c'était lui. Et bon, après quelques entrées en matière, il me dit, écoutez, j'en ai parlé avec mon équipe. La seule question que nous avons à vous poser, c'est comment peut-on vous aider ? Alors, vous savez, ces mots simples et forts, c'est comme s'ils ont le pouvoir de vous faire décoller de votre chaise et dans votre vie. Donc, c'était possible. C'était possible, et comme nous sommes devenus amis par la suite, je lui ai demandé, mais comment vous avez pris cette décision, etc. Il me dit, bah, écoutez, c'est très simple, votre projet a été super intéressant. Deuxièmement, vous aviez déjà publié. Question médicale, on ne savait pas, mais on se disait que, ben voilà, il fallait vous faire confiance, puis ça allait peut-être marcher. Voilà. Je crois que cette période-là a été décisive dans mon évolution, non seulement vers la recherche, ma reconnaissance et mon combat à vouloir être reconnu dans le milieu des sciences sociales. Donc, je suis parti donc aux États-Unis et Harvard m'a offert mon premier ordinateur, je ne l'avais pas encore à l'époque. Et puis surtout, j'avais pris contact avec le GIA qui m'avait conseillé une association, un centre très, très important aux États-Unis, le Carroll Center for the Blind, à Newton, près de Boston. Et la directrice m'avait gentiment reçu et on dit on va faire des tests avec vous, venez dans cette institution. Et j'étais reçu, on m'a mis devant un écran et on a joué sur des couleurs, le noir et blanc. Et je revoyais, en jouant sur les contrastes, fond noir, lettres blanches, je revoyais littéralement. Ensuite, on m'a proposé d'aller vers un téléagrandisseur, c'est-à-dire une caméra qui se projette sur un texte, et vous voyez le texte sur un petit écran de télévision. C'est pareil, je revoyais. Je pouvais projeter ma thèse comme ça pour la relire. C'était fabuleux. C'était comme si vous sortiez d'un tunnel. Donc, j'ai eu cet équipement aux États-Unis, ordinateur avec écran contrasté et téléagrandisseur, et j'ai travaillé comme un malade pour faire mon livre sur ma thèse, ce que me demandait mon directeur. Et ce livre est paru en 1989 sous le titre « Sans armes face à Hitler » aux éditions Payot, est paru aussi aux États-Unis et ensuite en 5 langues. Donc cette expérience a été formidable et à mon retour en France, 2 ans plus tard, j'ai pu être recruté au CNRS. Simplement, ma vue continuait à baisser. 2 ans plus tard, à peu près,
de mon retour, ce contraste n'était plus possible, ça ne fonctionnait plus. L'écran devenait tout glauque, tout gris. Il fallait que je passe à autre chose. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je me mette au braille, alors que je n'en avais aucune connaissance. Donc j'ai pris des leçons, un peu à l'association Valentin Huy, mais j'étais quand même pas très doué. Et vous savez, le braille, ça fonctionne bien pour des personnes qui l'apprennent dans l'enfance, dans la jeunesse, mais pour un jeune adulte, c'est compliqué. En revanche, ça m'a permis quand même de faire des étiquettes, du classement, etc. Donc voilà. Ce qui se produisait en même temps, c'était le développement des synthèses vocales. Et je dois rendre hommage à deux ingénieurs, Philippe Léon d'IBM et Alain Rousseau du CNRS, qui ont, je crois, créé, enfin Fernando sera sans doute plus précis que moi, une des premières synthèses vocales en France, premier narrateur, qui s'appelait Sonolect. Et Sonolect m'a rendu, avec une voix malheureusement robotisée, mais on n'a pas le choix, on s'y habitue, d'immenses services dans le cours des années 1990. Aux États-Unis, Microsoft sortait son traitement de texte, il n'avait pas prévu de synthèse vocale, pas prévu de narrateur. Et des actions en justice ont commencé à se développer contre Microsoft, développées par des avocats sur la base que les produits de Microsoft introduisaient une discrimination chez les consommateurs américains, ce qui est un motif vraiment de mise en procès. J'ai voulu avoir des informations sur cette période des actions en justice et je n'en ai pas obtenu pour cette conférence. Peut-être c'est difficile, peut-être que Microsoft ne veut pas en donner. En tout cas, il y aurait probablement un sujet de thèse à faire sur ce thème-là. Donc, cette Sonelec m'a rendu beaucoup de services, mais en même temps, j'ai dû m'appuyer sur des lecteurs, comme on m'avait conseillé, et voilà, j'ai progressé ainsi. Je ne veux pas être trop long, donc je vais passer là-dessus. Ce qui s'est produit, c'est qu'un peu plus tard, on a vu le développement du PDF. Or, comme je me suis mis à enseigner à l'EHESS puis à Sciences Po, j'ai pu, disons, obtenir l'aide d'étudiants de l'EHESS ou de Sciences Po pour faire des scans de documents et d'avoir ces textes sur mon ordinateur, en fait, en numérique. Ça, c'était absolument fabuleux. C'était un progrès considérable, cette apparition, ce développement des PDF. Et du coup, je commençais à avoir besoin de moins en moins de lecteurs. Mais peut-être on est au début des années 2000 et j'ai voulu rendre hommage aux lecteurs. J'ai voulu rendre hommage aux lecteurs parce que j'en avais peut-être de moins en moins, mais ils m'avaient donné vraiment les moyens de continuer, y compris aux États-Unis, parce que Harvard m'avait donné un étudiant. D'ailleurs, ce n'était pas évident, mais j'avais vu l'administrateur qui s'occupait de ce fonds, et il me dit « Oui, vous n'êtes pas vraiment un étudiant à Harvard, mais quand même, on va vous donner ce financement pour la France. » Voilà. Donc, tout ça m'a incité à vouloir faire un hommage au lecteur. J'espère que je vais m'en souvenir ces quelques lignes qui sont dans ce texte, que je vais vous le dire par cœur. Le savent-ils, toutes celles et tous ceux qui m'ont prêté leur voix pour un jour, pour quelques semaines, des mois, sinon plus. Leur service bénévole a été plus que vital dans la construction de mon identité personnelle et professionnelle. Combien de personnes m'ont ainsi donné de leur voix comme on donne de son sang? Car, je le dis avec force
et simplicité, cette voie de la lecture, c'est de la vie à l'état pur pour celui dont le regard s'est obscurci. Voilà, c'est un texte beaucoup plus long, bien sûr, mais c'est un hommage à tous ceux lecteurs ou lectrices qui m'ont aidé et qui peuvent encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et donc, voilà, vous pouvez me dire, mais comment travaillez-vous? Parce qu'avec les nouveaux livres, etc. Et ça intéressait beaucoup François. Je lui dis, écoute, je travaille, voilà, aujourd'hui, je l'explique, les étudiants, les scans, le PDF, mais il arrive que puisque vous avez des éditeurs ici, il arrive que je contacte directement les maisons d'édition en demandant le PDF de l'ouvrage qui m'intéresse. Vous voyez, puisque j'avais découvert que les attachés de presse envoyaient le PDF aux journalistes. Alors j'essayais de me faufiler dans ce processus pour obtenir le PDF. Mais c'était pas évident, c'était un peu compliqué. Alors parfois on m'envoyait le livre parce que j'étais spécialiste de ceci ou cela, donc on espérait une recension. Mais ça ne marchait pas toujours, et surtout, je ne pouvais pas demander la littérature, ce n'était pas mon champ. Voilà. Il fallait en fait que je fasse preuve de conviction, voilà, et c'était un peu pénible, c'était vraiment un peu pénible, parce que les attachés de presse me disaient « Ah, je vais demander à mon responsable », ou alors voilà, vous pouvez faire un papier, etc. Parfois oui, mais non, c'était pas tout le temps possible. Et puis pour les livres dans la littérature, ça n'allait pas. Donc c'est pas forcément une... vous voyez, c'est comme si vous cherchiez à traquer la culture, la connaissance par ce moyen qui n'est pas forcément approprié. Et François, à ce moment de notre conversation, me dit « Mais est-ce que tu connais le format EPUB 3 ?» Et je lui dis « Le format quoi ?» Jamais entendu parler. Et je ne pense pas que les non-voyants s'en servent. Ah bon? Ah bon? Et donc on a passé une partie de notre échange à dire « Mais tu sais, c'est l'avenir, je vais t'envoyer des infos. » Et je pense qu'il avait contacté Virginie ensuite, et puis j'avais reçu le dernier mail de François, c'était juste pour les pubs 3. Voilà, c'est incroyable. Et voilà, pour moi, c'était absolument une découverte, et il m'ouvrait en fait vers le numérique, en fait. Parce que j'ai bien compris qu'avec le pub 3, c'était la voie vers le livre numérique accessible. Et du coup, ça m'a fait penser à Apple, dans le domaine de la téléphonie. Apple, avec son téléphone iPhone, a créé, pas tout de suite, pas la première version, mais la troisième version, me semble-t-il, un appareil inclusif, au sens où il inclut la voix que vous connaissez, VoiceOver. Quoique même vous pouvez utiliser votre téléphone, et parfois des gens ne savent pas qu'il y a VoiceOver. Et là, c'était quand même une petite révolution dans ce domaine. Et il est probable que Apple savait les déboires qu'avait pu avoir Microsoft, mais bon, comment peut-on le vérifier? Et en tout cas, ce n'était pas une histoire de bonne action charitable pour les non-voyants. Non, c'était une option commerciale incluse dans le produit que vous achetez dans un magasin. Donc c'était vraiment dans ce sens-là que je crois l'évolution avait le faire avec le livre numérique. Et ceci m'a conduit justement à réfléchir sur ce point en disant Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Et vous avez la réponse dans Le Monde il y a à peine une quinzaine de jours par l'un de ses représentants dans le dossier particulièrement intéressant d'ailleurs sur le numérique, qui reconnaît, un mot un peu pas complètement explicite, les actions juridiques qui ont été menées par Microsoft, et que depuis, à la demande de journalistes et de ces questions, ils ont inclus différentes
fonctionnalité pour leurs usagers en situation de handicap. Donc il y a une évolution aussi du côté de Microsoft. Et pour bientôt arriver à la fin de mon propos, bien sûr, l'avenir, c'est vers ce livre numérique nativement accessible, comme vous dites, qu'il faut avancer en termes d'inclusion. Et je me suis demandé, est-ce que pourrais-je vous faire des recommandations? Je pense que Fernando da Silva, qui va me suivre, sera beaucoup plus compétent que moi. Ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir un livre numérique qui colle à l'évolution de la production littéraire, enfin de la production des livres. Ce qui serait absolument génial, c'est qu'au moment où sort un livre papier que vous allez trouver en librairie, vous ayez aussi un livre numérique nativement accessible. Et d'ailleurs, Virginie en a parlé tout à l'heure, la rentrée littéraire accessible que vous avez lancée, vous, le Syndicat national du livre, mais avec le ministère de la Culture et aussi l'association Valentin A8, c'est une première. C'est une première à l'échelle internationale, qui a été saluée d'ailleurs par la presse anglo-saxonne. Je vous renvoie à un numéro du Guardian du 13 décembre 2013, donc ça colle avec la rentrée littéraire accessible, qui, avec peut-être des passages un peu flous, se félicite que la France ait fait ce type d'ouverture. Écoutez, ne boudons pas nos plaisirs, ce n'est pas toujours évident que la presse anglo-saxonne dise du bien des Français. Donc, c'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre, c'est d'aller dans cette direction. Après, il faut structurer, je ne vais pas reprendre les éléments qu'a dit Virginie, mais il faut bien sûr que la structure de ce livre numérique accessible colle au format, enfin à la structure du livre papier. Quelles sont les recommandations? Je n'en ai pas vraiment à faire. D'ailleurs, j'ai découvert par hasard sur YouTube un entretien, ou plutôt une sorte de tutorat pour décrire les étapes de la production d'un livre numérique accessible, avec une jeune femme qui a un accent québécois très prononcé. Je me suis dit, c'est peut-être pas du hasard que les Québécois sont peut-être plus avancés que nous sur ce sujet. Il y a un point qu'elle n'évoque pas, me semble-t-il, c'est la nécessité de pouvoir faire des commentaires dans votre lecture. C'est possible pour le iPad ou les liseuses. Pourquoi pas pour le livre numérique accessible? Ce serait absolument essentiel. Alors, je crois que ce n'est pas le problème du format du livre dans ce cas-là, mais des applications pour utiliser le livre. Mais je pense que ça peut aider aussi que les éditeurs se préoccupent aussi de cet aspect des applications pour que leurs produits soient véritablement diffusés. Mais là, Fernando va en parler. Donc, je termine pour un petit mot de conclusion pour dire que, vous voyez, ma vie académique a en fait été un combat acharné pour l'accès à la culture, à l'information, à la connaissance. Et si je peux me permettre pour parler au nom de ce public des empêchés de lire, vous ne pouvez pas imaginer la vie de galère de ceux qui sont ainsi dans cette situation. Et vous avez donc aujourd'hui le pouvoir, avec vos mains et avec votre cerveau, vous avez la possibilité, vous avez un pouvoir exceptionnel, c'est-à-dire de subvertir les murs du texte et des images.
Vous avez le pouvoir, si vous le voulez bien, en suivant les directives européennes, non pas en vous disant vaut mieux les suivre parce que sinon on va avoir des amendes, mais plutôt de quoi ont-ils besoin, comme m'a dit ce chercheur à Harvard. Vous avez le pouvoir de faire parler les livres. De faire parler les livres. Faites-le, s'il vous plaît. Pas seulement pour ma génération, mais plutôt pour les enfants, pour les prochaines générations. Rendez ce service à tous et pour tous. Je vous remercie.